être en bas. Du coup, la session de questions-réponses, on l'a fait en bas, ensemble, autour d'une bière ou deux. Donc ça sera plus simple. Pour aller vite. Donc pour commencer, le thème que j'ai choisi, c'est pourquoi j'ai collé un post-it sur un webcam. À force de la voir sur mon ordinateur portable, tout le temps, devant moi, et en lisant plein de choses qui se passent dans le monde, de hacking autour de, techniquement de Skype, très souvent, où on peut accéder aux conversations qu'on a via la webcam. Je me suis dit, en fait, je suis filmé en continu sans même m'en apercevoir. Normalement, tu as un petit bouton vert qui prévient quand on est filmé, et celui-ci peut être retiré très facilement. Et j'ai décidé de prendre cette idée-là et de l'extrapoler au sens large, et de voir tout ce tracking, donc telle une caméra qui nous regarde tout le temps, au travers de notre navigation Internet sur ordinateur et sur téléphone, et de voir trois aspects. Le côté malicieux, donc les méchants hackers russes, le côté commercial, donc nos amis de chez Facebook, et le côté gouvernemental, avec la NSA et autres. Donc on va commencer par le côté malicieux. Parmi tous les exemples qui existent, j'ai décidé d'en prendre 4 qui en parlent le plus. Donc le plus souvent, pour tomber sur des sites qui pourraient avoir une action malicieuse sur notre ordinateur, c'est quand on n'a pas de HTTPS. Jérôme parlait avant de HTTPS Everywhere sur Tor. Plein de sites encore n'ont pas de S, donc qui est pour la sécurité, et du coup créer des failles qui peuvent être accessibles par des hackers quand on va sur le site. Il y a également les failles via le Flash Player, qui est un logiciel qui permet de faire des lectures et des animations sur les sites. Celui-ci, il existe tellement de versions différentes qu'on n'est jamais à jour, et c'est pour ça qu'il y en a des nouvelles à chaque fois, parce que de nouvelles failles sont découvertes, et on peut y accéder via ces failles-là. Si on va sur un site, il détecte que notre Flash Player n'est pas à jour, il peut, via des failles qui existent, pénétrer sur votre ordinateur. Il y a également les sites malveillants. Vous allez sur un site qui a un script qui est en place et qui vous redirige sur une autre page. Donc vous allez sur un site, vous croyez que c'est celui que vous visitez, il suffit de cliquer et là vous serez redirigé sur un autre site qui lui est malicieux et qui lui par exemple va utiliser les failles qui existent sur le Flash Player ou pas de HTTPS justement pour récupérer vos données sans même des fois que vous en rendiez compte. C'est pour ça que des millions de gens à travers le monde sont impactés par ça. Et ce qui se passe, généralement, c'est le dernier point, c'est le cheval de Troie. Et je voulais parler des botnets. Très souvent, j'en parlais avant avec Thierry, l'aspect malicieux, le hacking, représente à peu près 90%. Sur les 3 sujets dont je vais parler, ça impacte 90% des cas. C'est parce que votre ordinateur peut être infecté sans même que vous le sachiez. Et maintenant, désormais, ce qui est à la mode, c'est pas de voler toutes vos informations sur l'ordinateur, c'est pas d'inverser clic droit et clic gauche, c'est de transformer votre ordinateur en zombie. En zombie, pourquoi? Je vous demandais ce qui s'est passé le 21 octobre et qu'est-ce qui relie Amazon, Etsy, Twitter, Netflix, Airbnb et autres. C'est que le 21 octobre, ils ont subi une attaque qui a duré plus de 5 heures par des millions de zombies, d'ordinateurs zombies. En fait, ce qui s'est passé, c'est que via des failles de sécurité sur les sites et autres, des millions d'ordinateurs ont été transformés en zombies, sans même que vous vous en rendiez compte. Et à une heure précise, à un moment donné, ils ont décidé d'attaquer ces différents sites pour les faire tomber. Ce n'était pas un seul hacker, ce n'était pas un groupe de hackers, c'était des millions d'ordinateurs, des dizaines de millions d'ordinateurs et d'appareils connectés, du moment que l'appareil était connecté à Internet. Donc même si c'est un petit cadran qui permet de passer les photos, du moment qu'il était connecté à Internet, il peut agir en mode zombie pour attaquer ces sites-là. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'ont pas attaqué directement Amazon pour faire tomber Amazon, ou Etsy pour faire tomber Etsy, ou Twitter pour faire tomber Twitter. Ils ont attaqué la société DYN, DIN. C'est celle qui vous fournit on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est le DNS. Typiquement, si vous tapez une adresse Wikileaks, pour prendre l'exemple wikileaks.org, ça c'est le nom qu'on a nous, mais il y a une adresse IP qui est cachée derrière, qui transite par la société DIN, qui va dire d'accord, il va accéder à Wikileaks, il va accéder à telle IP, et j'envoie vers Wikileaks. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont attaqué directement DIN, ils ont fait tomber DIN, et ça a fait tomber tous les centaines de milliers de sites qui étaient derrière. L'enjeu derrière est commercial, puisque pendant 6 heures de chute durant la journée, ça revenait, ça repartait. Il y a plus de centaines de millions de dollars qui ont été perdus, puisqu'ils n'ont pas pu fonctionner. Donc là, il y a un super effet spécial, donc qui vous montre à peu près comment ça se passe. Donc voilà, ça c'est à partir de là où ils ont lancé l'attaque, c'est toutes les machines qui sont impactées. Et là, ils ont attaqué DIN en bas. Et du coup, DIN, 3 jours après, a été racheté par Amazon. Ils ont dit, ça suffit maintenant, tu rentres chez nous et on va tout sécuriser.
parce que ça a fait perdre des millions de dollars à Amazon. Pour vous prémunir, sur Internet, il existe bien évidemment les antivirus sur votre ordinateur. Qui parmi vous a un antivirus gratuit, notamment AVG? Il n'y a pas de honte. Personne? Ou c'est bien, parce qu'il ne faut pas. Vaut mieux passer sur des antivirus gratuits que les antivirus, les antivirus payants que les antivirus gratuits. Ceux-ci sont moins mis à jour et surtout si c'est gratuit, et on le verra après, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Ça, il faut bien retenir. Et du coup, notamment, vos informations peuvent être revendues. On verra dans la partie commerciale. Il y a ce petit site, ces deux sites-là. On ne peut pas voir maintenant en temps réel. Sachez que tous les sites qu'on a pu voir à travers les différentes présentations seront donnés dans une section bibliographie demain sur la page Facebook. Comme ça, vous pourrez y accéder. Mais si jamais vous avez un doute sur un site, il suffit d'aller sur celui-ci. Vous tapez l'adresse dedans. Et il vous lira le code et vous montrera justement le code malicieux. Donc là, les moments qui permettent à ces sites malicieux de récupérer vos informations. Sinon, il y a celui-ci qui est bien plus simple. Vous tapez l'adresse mail dedans et là, il vous fait un état des lieux. Il vous dit d'accord, il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas de virus. Il ne va pas vous injecter de spam et autres. Et ça, pourtant, c'est un site de Loja Directa. C'est un site de streaming en ligne complètement illégal. Et on pourrait imaginer voilà, que derrière, c'est malicieux, vous pourrez nous attaquer et autres. Non, le site est clean et grâce à SiteCheck. Après avoir vu le côté malicieux qui lui est vraiment plus compliqué à mesurer et à comprendre exactement comment ça se passe, on a des actions concrètes qui se passent sur le côté commercial. Donc, sur le côté commercial, il y a ces 4 avis-là, il y en a plus d'une centaine de manières claires qui ont été données de comment on est traqué, mais il y en a plein d'autres. Et moi, j'ai décidé, je crois que je marche dessus, moi j'ai décidé de me partir sur 4 qui parlent vraiment. La première, c'est Facebook via les likes et les groupes. J'ai créé mon Facebook en 2008. À l'époque, j'étais un peu plus jeune et je likais tout. Et j'ai fait un tour sur Facebook en présentant la présentation. Donc, si vous allez sur Facebook, en haut à droite, sur vos options, et vous allez ensuite dans Publicité, vous pourrez voir que toutes les pages et tous les groupes que vous avez likés et les informations qu'ils retransmettent. Et dans quel cas? Donc, j'ai un exemple concret ici. Donc, une fois être allé dans mes options, donc là, c'est mes centres d'intérêt. Ils sont catégorisés dans différents... Il faut savoir, j'en avais à peu près une cinquantaine. Du coup, j'ai effacé comme j'ai pu. Donc, je joue aux jeux vidéo. Du coup, à une époque, à un moment donné, j'ai liké une page qui s'appelle PC Game. Très bien. Donc, si je clique maintenant sur PC Game, Facebook me dit les annonceurs qui vont pouvoir me contacter parce que j'ai liké cette page-là. À savoir, et c'est là où c'est un petit peu obscur, c'est qu'il précise ici que d'autres critères influencent ce choix, mais il ne précise pas lesquels. Cette page-là. Et parmi tous les centres d'intérêt qui existaient, dans cette section, il y avait par exemple Airbnb. Je ne sais pas pourquoi j'ai liké Airbnb, certainement parce que j'ai lié mon compte Facebook Airbnb, il m'a fait liker automatiquement la page. Et quand je cliquais sur Airbnb, j'avais des pubs de Air France, j'avais des pubs pour TUI, j'avais des pubs pour tous les autres, tout ce qui était autour du monde du voyage, qu'ils peuvent me donner. Et ça, on ne s'en rend même pas compte, mais moi je vous conseille vraiment d'aller faire un tour dessus, de voir tout ce que vous avez liké. Donc, je sais que par exemple tout ça, je vais virer après en rentrant. Mais il y a plein de choses voilà, que vous pouvez vous dites, mais quand est-ce que j'ai liké ça? Des choses dont on ne s'en rend même pas compte, qui ont changé de nom, qui ont été revendues, qui maintenant, surtout avec toutes ces pages de LOL, même, je ne parlerai même pas de l'utilité de ces pages-là, mais ces pages-là se rémunèrent grâce à vous, parce que vous les likez, et ensuite ils revendent vos données à des parties tiers. Autre exemple, c'est le HTML5 batterie status. C'était assez pervers quand j'ai découvert ça. C'est un système qui permet de vous traquer par le niveau de votre batterie. Ça marche en 2 temps. Premier temps, imaginons on est sur Amazon, on veut faire des achats, on est à partir du téléphone portable. Et là, j'ai 20% de batterie. Qu'est-ce que je fais? J'essaie de garder ma batterie, du coup, je sauvegarde le téléphone, je le mets dans ma poche, et je verrai ça plus tard. Ce que Amazon pourrait faire avec ça, il détecte que vous avez plus Amazon. Je vais sur ce site partenaire, ils peuvent garder ma trace juste par mon niveau de batterie. Tiens, c'est le téléphone qui avait 20% de batterie, il est passé là, il a visité des casques, je vais lui mettre des casques parce qu'on l'a retrouvé sur le 2e site. C'est vraiment, voilà, moi j'étais, ok, c'était hallucinant, exactement. Quand je m'étais dit, par le niveau de batterie, on s'en doute même pas, mais il y a plein d'autres moyens certainement. Un autre, c'est les autorisations des applications. Donc, on passe très souvent devant. Qui, parmi vous,
a installé Snapchat sur son téléphone? Qui parmi vous a pris le temps de lire chacun, ou même dans le cadre général? Très souvent, on télécharge une application, on fait « oui, tu veux mes contacts, tu veux mes SMS, accepte, c'est parti ». Mais ce qui se passe derrière, c'est que j'autorise Snapchat à avoir accès à mes contacts, parce qu'il veut me lier et voir si machin, il a l'application pour mettre en relation. Ce qui se passe, c'est qu'il a accès à toutes ces données-là. Et quand on regarde, par exemple, caméra, je donne accès à Snapchat d'activer ma caméra parce que je veux prendre une photo. Mais qui me dit que Snapchat n'activera pas la caméra sans me demander, puisque je lui donne l'autorisation? Là, on parle d'applications valorisées à plusieurs milliards, donc ils n'ont pas lieu de faire ça. Mais si on voit après avec le thème qui est suivant, qui est gouvernemental, ils peuvent très bien passer par Snapchat, si le gouvernement d'un pays veut vous espionner, puisque Snapchat, vous leur avez donné l'autorisation, ils activent la caméra ou le micro, ils peuvent vous écouter sans même que vous en aperceviez. Si on regarde pour les données de Wi-Fi, auxquelles je donne accès, les données de Wi-Fi, Snapchat peut savoir sur le réseau sur lequel je suis connecté, si on est tous connectés ensemble en Wi-Fi, et j'ai Snapchat, ou l'un d'entre vous a Snapchat, Snapchat sait qui parmi vous est connecté au Wi-Fi et retransmet l'information, ce qu'on voit ici. Et il donne le nom des appareils connectés, qui est retransmis directement. Tout comme les informations sur votre téléphone et l'appel. Si vous avez Snapchat, vous appelez quelqu'un, Snapchat sait qui vous appelez. Et pour l'instant, comme expliquait Thierry, le principe maintenant, c'est d'accumuler le plus de données possible et on verra après comment on pourra les traiter. Ce qui se passe, c'est que Snapchat sait que vous avez appelé telle personne. Rien ne les oblige à, par exemple, à dire « Ok, vous avez appelé tel numéro de téléphone est enregistré également dans notre base de données Snapchat, vous avez discuté de ça, je vous envoie tous les deux la même publicité. » Rien ne les empêcherait de faire ça puisqu'ils ont cette information. Et donc, c'est là où je vous encourage déjà à ne pas installer Snapchat, mais aussi à lire très souvent, quand vous installez des applications, pourquoi elles ont accès. Et le cas le plus marquant, ça a été une application de flash sur le téléphone. Donc c'est un simple flash à l'époque où on ne pouvait pas activer le flash. Cette application permettait d'activer le flash du téléphone. Cette application demandait presque tout ça. Elle demandait à avoir accès à tout, alors que c'est juste à activer le flash. Mais derrière, ils se sont fait plusieurs millions grâce aux informations qu'ils ont pu obtenir. Et c'est comme ça, c'est pour ça que quand c'est gratuit, c'est vous le produit et c'est grâce à ces données-là que vous leur donnez qu'ils peuvent justement se rémunérer. Le dernier, là j'irai rapidement, c'est le Navision ITS, donc ITS pour système de triangulation intérieure, qui est très souvent utilisé comme technologie dans les centres commerciaux, justement. Je prends l'exemple de mon père qui habite à l'étranger. Quand il vient en France, il veut quand même rester connecté. Il n'a pas sa carte, du coup, quand on va dans les centres commerciaux ou ailleurs où il y a accès à Internet, il se connecte dans un premier temps. Ce qui se passe avec cette technologie, voici un exemple, c'est qu'ils sont capables, grâce au réseau Wi-Fi, à l'installation qu'ils ont fait ici des bornes, savoir en temps réel où se trouvent tous les gens dans le centre commercial. Donc eux, ils peuvent le justifier derrière pour des raisons de sécurité, de gestion et autres, mais eux, ça leur permet de savoir que 90% des gens se trouvent ici. Pourquoi? Parce qu'il y a Starbucks à côté. Et c'est très intéressant, donc ça veut dire que l'autre côté est complètement oublié et que ici, ce côté-là ici est valorisé à plus de 150% et on va le vendre aux gens. Et ça leur permet au centre commercial de vous traquer en temps réel, voilà, de savoir. Et on peut imaginer cette application dans un sens beaucoup plus large, comme à Londres, qui est une des villes les plus surveillées. Pourquoi ne pas installer des bornes Wi-Fi dans toute la ville? On est connecté en continu et ils peuvent récupérer ces données et savoir tout le temps où vous avez été. Comme ça, sans même qu'on s'en rende compte, parce que sous couvert de « j'ai Internet partout », ils peuvent nous traquer. Et tout cela amène à une création d'ADN. Parce que les annonceurs ont autre chose à faire que de savoir que tu t'appelles, ton nom et ton prénom, c'est ça. Ce qu'ils veulent créer, c'est une ADN en ligne, qui, voilà, toutes ces informations que vous donnez, ça devient une ADN en ligne et ils peuvent vous retrouver partout, où vous allez. Si vous êtes sur l'ordinateur, typiquement, moi j'ai ma même session sur ordinateur, sur le téléphone, et sur ma PS4. Si je vais sur l'ordinateur, je peux reprendre la même session sur mon téléphone et la continuer sur PS4. Et ces informations-là font partie de mon ADN et ils savent que j'ai un ordinateur, un Mac, ils savent que j'ai une tour chez moi, ils savent que j'ai un téléphone, ils savent que j'ai une PS4. Toutes ces informations par-dessus sont revendues. Un exemple qui était intéressant par rapport à la géolocalisation et à ce qu'ils ont pu faire, c'est Staples aux États-Unis. Ils ont, pour ce même produit, le prix variait de jusqu'à 7 $ en fonction de où on était. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vu la géolocalisation des personnes et si un concurrent se trouvait dans les 15 km aux environs, le prix baissait pour être moins cher que celui des concurrents. S'il n'y a pas de concurrent dans le coin,
Pourquoi baisser le prix? Ce qui fait qu'à Monticello, où il n'y a pas de concurrence, ça coûtait 77 $, alors qu'à Ashtabula, dans l'Ohio, ça coûtait 70 parce qu'il y avait des concurrents dans le coin. Et ça, c'est une application concrète de vos données que vous transmettez, parce que une fois vous connectez sur Chrome, il dit ceci, il va accéder à vos données, ok, accepte. Voilà, ça sert à ça, pour vous vendre derrière des produits moins chers. Et d'ailleurs, il y a en ce moment, j'ai lu ça hier soir, pour Airbnb, c'est en cours de, on va dire, d'examen, enfin, par certains groupes qui essayent de vérifier ça, mais qu'apparemment le prix varie en fonction de l'endroit où on veut, très peu, de 2-3 euros. Mais si je regarde à partir de Limoges pour louer sur Paris, et si je regarde à partir de la Côte d'Azur pour louer sur Paris, Côte d'Azur, ça sera plus cher, parce que typiquement, j'ai plus de moyens, parce que je suis dans la Côte d'Azur. Ça a été remonté par plusieurs groupes et personnes qui cherchaient. Ça n'a pas été encore étudié vraiment pour le prouver, mais ça reste encore une fois des applications concrètes de la géolocalisation. Et typiquement, un exemple, ici, qui parmi vous a un Android? Ok. Qui parmi vous active la géolocalisation et l'oublie? Ou l'active simplement, parce qu'il faut Google Maps et après j'oublie de l'éteindre. Ce qui se passe, c'est qu'il traque derrière ce que vous faites. Si vous allez sur cette URL-là, que vous aurez accès demain, vous pourrez voir toutes vos données de géolocalisation qui sont conservées par Google. Donc j'ai fait un tour dessus et j'ai pu retrouver ce que j'ai fait le 29 octobre. Je suis parti de chez moi, bien que ce soir on est censé parler de faire attention à sa vie privée. Voici mon adresse. Et je sais que je suis parti, voilà, hein, donc ne regardez pas là. Rue de Nazareth, mon numéro n'est pas bon. Si je suis parti de chez moi à 12h20 et en fait j'ai marché jusqu'à la fabrique du café où j'ai passé 20 minutes là-bas. Puis après tout l'historique se passait et je peux tout savoir ici. Et concrètement on se dit c'est cool, moi je peux retrouver ce qui se passe, mais à quoi ça sert ça pour Google? Google, ça lui permet de faire ça. De faire que si ce soir après l'événement vous avez envie d'aller à Burger King, eh ben, vous pouvez y aller parce qu'il y aura moins de monde. À partir de 21h, il y a moins de monde à Burger King. Donc du coup, Google revend ces informations-là gratuites, à votre insu, sans même que vous ayez rendu compte. Ou samedi, si vous voulez faire un tour à Castorama, n'y allez pas après 15h, parce que c'est là où les gens commencent à venir. C'est grâce aux données gratuitement qui ont été récupérées. Faites un tour. Moi, honnêtement, je trouve ça intéressant. C'est cool de le voir, mais après, quand on y pense, on se dit d'accord, c'est des données. Moi, je pense à Pokémon Go, qui a été joué par des centaines de millions de joueurs en continu, où on devait avoir la géolocalisation. Tout ce qui a pu être donné gratuitement à notre insu sans même qu'on s'en aperçoive. Du coup, pour se protéger, il y a plusieurs sites qui existent. Vous pouvez bloquer les trackers pour éviter qu'ils puissent continuer à vous traquer. Les boîtes mail également sécurisées. Tracking des conditions d'utilisation, c'est assez intéressant parce que personne ne les lit. C'est un petit plugin en haut à droite et quand vous allez sur un site, en fonction de la couleur, vert étant bien, rouge étant pas bien, vous dit ce que concrètement les conditions d'utilisation sont. Donc si vous allez sur Facebook, ça va être plutôt vers le rouge, YouTube également. Après si vous allez sur des sites tels que Vimeo, ça va plutôt aller vers le vert. Parce qu'ils ont lu, ils ont analysé toutes les conditions d'utilisation pour vous aider. En rentrant chez vous, faites cette opération, allez sur démarrer, option, panneau de commande, trouvez Flash Player et là vous pourrez voir toutes les informations de Flash Player qui sont stockées sur votre ordinateur et qui sont actives parce que vous leur avez donné l'autorisation. Sans même le savoir, parce que ça a été téléchargé en disant oui, OK cookies, ça transmet via le Flash Player. Et c'est là, ça c'est toutes les informations. Donc Canal+, me traque en continu, tous les autres différents sites qu'on peut trouver ici, Euronews et autres. Euronews, pourtant ça fait un bout de temps que je n'y suis pas allé. Et pourquoi, en dehors du côté commercial et du côté fiduciaire, ça peut intéresser le gouvernement, c'est que dans certains pays, ils ont tellement des lois qui vont à l'encontre des libertés individuelles, peuvent, grâce à l'aide de ces services, qu'on a pu voir avant, accéder à vos données sans même que vous le sachiez. Et c'est ce qu'on va voir, à commencer par le pays, donc c'est les États-Unis, les premiers à avoir mis ça en place en 1995. Ils avaient déjà commencé ils ont mis une loi en place qui permettait de traquer tout ce qui était conversation, SMS, MMS envoyé de votre téléphone. Donc, dès que vous étiez aux États-Unis, à partir de 1995, vous envoyez un SMS, il est collecté par le gouvernement. Et ce qu'ils ont fait après, en octobre 2001, suite aux attentats Tours Jumelles, ils ont mis en place le Patriot Act, qui depuis a vraiment bien évolué. Ils lui ont rajouté quand même quelques volumes dessus. Mais ce dispositif ne permet pas de traquer des Américains aux États-Unis, mais permet
de traquer des non-américains aux États-Unis et de traquer les Américains qui sont à l'extérieur. Mais cette loi ne permet pas de traquer les Américains aux États-Unis. Ce qu'on verra après, qui est rigolo avec Edward Snowden, ce qu'il a révélé, c'est que, en fait, ça c'était une loi publique aux yeux de tous, donc on s'est dit c'est génial, le gouvernement, il est gentil, il ne traque pas les Américains. Mais via ce que Edward Snowden a révélé, les Américains étaient traqués. Donc c'était une mascarade qui permettait juste de pouvoir asseoir un peu plus l'autorité. En France, juillet 2015, on était tous en vacances, loi relative au renseignement qui est passée. Parmi tous les pays, toutes les lois qui existent, en France, on sont quand même assez gentils. Il faut le dire, sur la détection. Il y a les données en temps réel, savoir où vous êtes exactement sur quel site. La personne n'est pas identifiée, clairement. Ce n'est pas un nom-prénom qui est donné, c'est une adresse IP. Et puis après, il faut un mandat pour pouvoir acquérir le nom et le prénom de cette personne. Ce qu'ils ont mis en place, c'est des algorithmes qui traitent plein de données. Donc si je rentre chez moi ce soir et je tape, admettons, voyager en Syrie, fabriquer une bombe et synagogue, je vais rentrer dans cet algorithme qui va dire, OK, celui-là, il est un peu dangereux, il rentre dans ce tunnel de surveillance. C'est fameux. Puis après, si je continue, je peux avoir ma propre fiche S. Mais ça, voilà, ça c'est ce que j'estime plus ou moins normal en vue de la situation en France. Par contre, ce qui a été intéressant, c'est le pays voisin, en Angleterre, ils ont la loi la plus restrictive contre votre vie privée, qui a été passée, surprise, en novembre. On parlait de quoi? Brexit. Donc, qui parmi vous a entendu parler de cette loi qui est passée aux États-Unis, en Angleterre? Deux personnes, c'est bien, parce qu'en bas, il n'y avait personne. Cette loi oblige les fournisseurs d'accès à Internet à garder votre historique Internet pendant 1 an et qui peut être consultable par les 50 agences de renseignement et de police qui existent sans mandat. Donc imaginez maintenant simplement, vous êtes en Angleterre, ou vous êtes un Anglais, vous êtes en Angleterre, vous faites contrôler par un policier qui n'aime pas votre comportement, il note votre nom-prénom, il rentre au commissariat, rien ne l'empêche de regarder sur votre nom-prénom qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez fait sur Internet et quelle est votre vie depuis 1 an, sans mandat. Et ça, c'est passé, voilà, les Anglais le découvrent maintenant, Brexit et ça, ils se disent, c'est quelques troubles existentiels. Et surtout, ça a permis de renforcer tout ce qui est DGSI, l'équivalent de la DGSI en Angleterre, vraiment de leur augmenter fois 30, j'ai pas mis tous les détails, mais ils peuvent vraiment maintenant accéder à tout sans mandat, sans juge, sans autorisation, s'ils veulent, parce que le nom semble bizarre, alors on va fouiller dedans, et sur tous les appareils électroniques. Donc ils peuvent vous mettre en surveillance sur votre téléphone, sur votre PS4, sur votre ordinateur, tout, parce qu'il faut. Si je vous dis US 984XN, après on a terminé, je vous promets. Personne. Ça a été révélé par Edward Snowden en 2013. C'est le nom secret de Prism. Prism, le programme de la NSA, j'imagine que tout le monde avait dû entendre parler de ce service. Ça permettait d'obtenir les données de communication cryptées entre les réseaux sociaux. Et 98% de ces données sont fournies par Yahoo, Google et Microsoft. Ce qui est intéressant, c'est que sur les documents qui ont été fuités, ils ont terminé en bas, c'est pour ça qu'on aura un tout petit peu de bruit, mais on va terminer aussi. Ça, c'est une slide officielle des documents qui ont été fournis. Donc le document faisait 40 slides. Ça, une très belle slide qui vient de Prism, donc de la NSA, et qui montre l'historique de toutes les compagnies qui travaillent avec la NSA pour fournir les données, et ce depuis 2007, Microsoft et notre ami Bill, ici, jusqu'à Apple, qui a tardé à venir, mais ils sont quand même là. Du coup, dites-vous que depuis 2007, Microsoft ici, ou Facebook depuis 2009, a donné l'autorisation à la NSA de vous traquer. Il n'est pas à jour avec Snapchat, mais on peut très bien imaginer Snapchat et reprendre l'exemple qu'on a vu au début. Vous donnez accès à la caméra et au microphone à Snapchat. La NSA a besoin de vos informations. Pourquoi se casser la tête, passer par des mandats et tout? Allô Snapchat, j'ai besoin d'accéder. Très bien, voilà. Preuve, une autre slide. Voici ce que ces 8 plus grands ici fournisseurs donnaient comme données. Peuvent donner comme données à tout moment, sauf celle-ci, que je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais j'aimerais savoir ce que c'est que requête spéciale qui viennent sur un plateau ou autre. Mais ça, ce sont exactement les données qu'ils peuvent donner. Donc les emails, les chats et autres, tout était surveillé à tout moment. Alors qu'ils disaient qu'il y avait cette loi de surveillance des non-américains, on prouve qu'ils nous mentent. Donc, en résumé, j'aurai 3 points à vous donner. En rentrant ce soir, prenez votre box et vous l'achetez par la fenêtre.
vous prenez votre smartphone et vous le brûlez. Et surtout, vous partez vous isoler très loin, quelque part où personne ne vous retrouvera. Vous partez en Creuse. Calme, j'ai rien contre les Creusois, mais au moins là-bas, vous serez calme. Mais plus sérieusement, au-delà de toute cette vie où on est traqué en continu via les cookies, via la géolocalisation, comme on a pu le voir, via toutes les données qu'on transmet, on peut se dire, d'accord, j'ai envie de tout lâcher et partir, très bien. Mais en fait, il ne s'agit pas vraiment d'arrêter. Il s'agit de changer ses habitudes au travers de Tor qu'on a pu voir présenté par Jérôme, au travers des applications que David a pu présenter, au travers de différentes techniques que Gaëtan a également présentées avec Jérémy. Il s'agit vraiment de changer ses habitudes pour éviter 1984, en fait, à un moment donné, qui est en train d'arriver, on est dedans sans même s'en rendre compte, et ça nous tombera dessus, on se dira, on aurait dû écouter Anthony et couper tout. Voilà, eh bien, merci, merci pour ce soir.